Bonjour à tous, ou bonsoir, je sais jamais si on doit dire bonjour ou bonsoir à 18h. Je suis ravie d'inaugurer ce nouveau format sur BFM TV. Bonjour à tous nos abonnés. On inaugure les lives Instagram pour parler d'un sujet qui nous plombe depuis 2 ans, mais dont on espère bientôt parler au passé. La crise du Covid. Vous avez peut-être des questions à nous envoyer, n'hésitez pas. On va parler d'abord du calendrier qui se profile avec déjà dans 2 jours une prochaine échéance avec la fin de 3 choses, la fin des jauges dans les salles, les stades et les salles de spectacle, la fin généralisée du masque à l'extérieur, même si c'est déjà beaucoup le cas dans de nombreuses villes, la fin du télétravail obligatoire 3 à 4 jours par semaine, ce qui vous concerne peut-être, et puis la suite, ce sera dans 2 semaines, avec la fin des interdictions des concerts debout, la consommation aussi dans les bars, j'ai jamais vraiment compris, la réouverture des boîtes de nuit aussi après 3 mois de fermeture. En revanche, on n'a toujours pas de date de fin du pass vaccinal ou autre, et ça, c'est vrai que on aimerait bien en avoir une. D'un côté, on sait que la situation, pour l'instant, elle n'est pas rose, on n'a plus trop envie d'en parler, je vois autour de moi, on le subit tous depuis 2 ans. On a d'un côté peut-être un pic qui a été atteint, puisqu'on voit que les cas, si on compare les cas à ce qui se passait une semaine plus tôt, ça fait 5 jours consécutifs, hier soir en tout cas, ça faisait 5 jours consécutifs que ça baissait. Hier soir, par exemple, on était à moins 17% par rapport au dimanche d'avant, donc ça va dans le bon sens. On semble avoir atteint le pic au niveau national, c'est déjà le cas, vous le savez peut-être depuis un petit moment pour l'Île-de-France et la Corse. Et donc on va voir si ça va mieux aussi à l'hôpital, parce que ça continue quand même d'arriver. Il y a 2800 patients qui entrent chaque jour à l'hôpital, il y a même plus de 31 000 hospitalisés pour une même maladie. Ça fait beaucoup, même si on verra aussi peut-être la différence entre les patients avec Covid et hospitalisés pour Covid, et on fait maintenant la distinction dans les chiffres qui nous sont donnés par les autorités sanitaires, et puis les perspectives, puisqu'on a tous envie, de parler d'autre chose. Donc n'hésitez pas à vous adresser toutes vos questions. D'abord, peut-être un comparatif, vous avez peut-être entendu parler de la situation au Danemark, avec le pays qui va lever demain toutes ces restrictions, alors qu'il connaît un nombre de cas hyper élevé comme chez nous. Nous, en moyenne, on est à 350 000 cas détectés par jour. Détectés, ça veut dire qu'en réalité, il y en a bien plus. Le Danemark sont dans une situation similaire, mais le pays a fait le choix d'annoncer la fin de toutes les restrictions à compter de demain, avec notamment plusieurs raisons qui ont motivé ce choix pour les autorités. Le fait que le variant Omicron est moins sévère, donne moins de formes graves. Le fait qu'ils aient une population extrêmement vaccinée, on parle de 84% de la population vaccinée, et notamment des scores bien meilleurs que nous pour les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles. Et puis enfin le fait qu'ils aient une plus grande capacité hospitalière, donc ils pensent que même si mécaniquement avec le nombre de cas il y aura beaucoup d'hospitalisations, enfin, il en restera, ils pourront faire face à cette charge, donc ils décident de lever les restrictions. Le Danemark, qui a toujours été un pays hyper intéressant à suivre, parce que ils avaient fait le choix très tôt aussi du pass sanitaire. Ils l'ont retiré au mois de septembre avant de le remettre 2 mois après quand ça flambait. Donc c'est vrai que on voit souvent les épidémiologistes qui nous invitent à suivre la situation au Danemark. Et c'est vrai que ça a fait du bien globalement d'entendre tous ces pays qui levaient les restrictions. C'est la première fois depuis 2 ans qu'on a des perspectives un peu à moyen terme, même si tous les épidémiologistes disent on ne sait pas ce qui va se passer, clairement. On ne sait pas s'il y aura un variant qui va encore perturber les choses. Mais de l'autre côté, on sent quand même beaucoup d'optimisme dans le sens où le niveau d'immunité acquise par l'infection naturelle, par la vaccination, fait penser aux spécialistes que s'il y a d'autres nouvelles vagues, elles seront moins sévères du fait de la protection de la population contre les formes sévères. On rappelle que ce Omicron, il a complètement rebattu les cartes. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent qu'il y aura un avant et un après, parce que il est hyper contagieux, vous le savez. Il y a certaines personnes au conseil scientifique qui disaient entre 9 et 14 millions de Français qui l'ont eu depuis le mois de décembre. Certains disent même qu'on est à 20 millions en un mois. Vous êtes peut-être d'ailleurs touchés en ce moment. Vous pouvez nous raconter et témoigner, parce que c'est toujours très intéressant. Rachel qui dit le virus on l'aura toujours. Oui, c'est très probable qu'on l'aura toujours, mais après si on l'a comme les autres coronavirus qui donnent des rhumes ou des angines chaque hiver, ce sera pas pire qu'un autre virus. Yves et Kestia qui nous disent qu'on est stressant, il faut arrêter. Avec le Covid dans les hôpitaux, ça va. Alors oui et non. Dans les hôpitaux, il n'y a pas l'impact que on aurait pu redouter avec le nombre de cas enregistrés, parce que là, dans les autres vagues, on n'avait pas du tout ce nombre de cas. Mais ça va,
interrogé les médecins à l'hôpital, avec 31 000 patients hospitalisés pour une seule raison, pour un seul motif, le Covid, c'est quand même pas rien. Il y a 2800 patients qui arrivent chaque jour pour ce motif. Et surtout, ce qui est le plus ennuyeux et ce qu'on perçoit pas forcément, c'est que pour mettre en place cette prise en charge, il faut se réorganiser et ça veut dire des déprogrammations, beaucoup de conséquences pour les autres patients qui ont dit je suis désolée, je vais pas pouvoir vous opérer demain parce que j'ai pas un lit d'hospitalisation pour vous, et donc ça a des conséquences, et c'est vrai que c'est extrêmement problématique pour des personnes, et même plus problématique parfois que le Covid. C'est ce que disent certains médecins qui disent attention, parce que on parle en effet beaucoup de Covid, mais il y a toutes les autres pathologies qui sont en train de prendre du retard. Ça fait un retard de prise en charge, et ce que les médecins appellent une perte de chance. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de médecins, de chirurgiens qui me disaient vous pouvez pas savoir ce que j'ai. Moi, je vois des patients que je devais voir il y a 4 mois et que je vois débouler aujourd'hui avec des tumeurs beaucoup plus grosses, etc. Donc, sans vouloir dramatiser, il y a une réalité qui est qu'il ne faut pas qu'on parle uniquement en effet que de cette maladie, parce que ça a des conséquences pour les autres, et qu'en plus ces conséquences-là, tout ce qu'on appelle les pertes de chance, ça se mesurera longtemps après et pendant plusieurs années, parce que pour rattraper un retard, ça prend en effet énormément de temps. Est-ce qu'on peut aller en vacances avec un test PCR? Ça dépend. Est-ce qu'on va avoir une carte de fidélité pour le vaccin aussi? C'est Alicia qui nous demande ça. Alors Alicia, petite bonne nouvelle, la semaine dernière on n'a pas encore eu l'avis de la Haute Autorité de Santé sur le deuxième rappel, ce qu'on appelle la 4e dose, mais le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, vous savez qu'en France on aime bien les instances, on a plein d'avis d'autorités différentes, et ce Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale a dit pour l'instant il n'y a pas lieu de proposer une 4e dose, un second rappel en population générale, d'abord parce qu'on se rend compte que on ne connaît pas tout de la durée de protection de ce second rappel. Il y a eu des études qui ont été menées notamment en Israël, que le fait que Omicron contourne aussi l'immunité acquise, ça change les choses, et puis le fait aussi que le premier rappel déjà protège bien contre les formes graves. On a des données, notamment 3 mois après, même si ça peut baisser après, il y a quand même un bon maintien de la protection. Donc voilà pour les arguments qui disent pour l'instant on n'en est pas là. En revanche, vous le savez peut-être, il y a 250 000 personnes qui sont immunodéprimées en France, qui ont très peu de défense immunitaire et qui sont très vulnérables parce que sur toutes ces personnes, la vaccination ne fait pas effet. Et c'est vrai que c'est très, très problématique parce que imaginez-vous qu'il n'y a que 250 000 personnes concernées, mais elles peuvent représenter, ces personnes, jusqu'à 30% des effectifs en soins critiques à cause du Covid. Et dans les décès aussi, cette population est surreprésentée. Donc il faut évidemment penser à ça. Moi, j'avais rencontré une femme de mon âge qui était doublement greffée. Je vous passe l'histoire. Au début, c'était une histoire de mauvais diagnostic à l'hôpital. Elle a failli y passer. Elle a dû recevoir un cœur et des poumons. Et elle ne peut pas sortir depuis 2 ans, elle est en télétravail, et je m'en rappelle, on l'avait fait témoigner avec Alain Ducardonnet, avec qui je travaille, médecin consultant de BFM TV, sur le don d'organes, pour sensibiliser au don d'organes. Et elle me disait, elle demandait, mais quand est-ce qu'on va pouvoir sortir? Alors elle n'était pas du tout dans la complainte, hein, c'était pas ça son thème, mais c'est vrai que ces relations sont complètement sociales, sont complètement inexistantes depuis 2 ans, parce qu'elle sait que attraper le virus peut être très problématique pour elle. Bon, Véro, nous, j'ai répondu 4e dose ou pas pour l'instant. Non, après ça peut changer, hein, mais pour l'instant, en l'état des données scientifiques, les spécialistes disent pour l'instant on voit pas l'intérêt. Et puis il y avait un truc intéressant aussi dans l'avis du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, c'est qu'il disait non seulement, comme je vous le disais, le premier rappel est déjà efficace, mais surtout il disait il y a peut-être en plus un risque. Il y avait un argument politique, un peu sociétal qui était avancé. Il disait il y a peut-être un risque que cela décrédibilise l'efficacité du premier appel, de la 3e dose, en disant si déjà à la 3e vous pensez déjà au 4e, c'est que ça sert pas à grand chose la 3e. Donc ça c'était intéressant, et c'était l'un des arguments pour dire pour l'instant pas de 4e dose en population générale. En revanche, pour tous les immunodéprimés dont j'ai parlé, eux ils en sont déjà largement à la 4e dose. Est-ce qu'on aura la fin des restrictions cette année? J'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien qu'on ait aussi un peu un calendrier avec un seuil à partir duquel on pourrait lâcher le pass vaccinal. Ça, ce serait quand même des bonnes nouvelles. D'ailleurs, à ce sujet, on a une émission spéciale mercredi soir avec le ministre de la Santé, Olivier Véran. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. Il y a une adresse mail qui est dédiée, BFM TV et vous,
@bfmtv.fr. En tout cas, on lui posera la question pour savoir si on peut avoir un peu plus de perspective quant à la levée des restrictions. Il y a quand même un point hyper optimiste, c'est que tout le monde, tous les experts, les épidémiologistes, les virologues, ils disent tous que le printemps devrait être une source d'amélioration, ne serait-ce parce qu'il y a une part de saisonnalité dans ce virus, qu'on va vivre davantage à l'extérieur, et qu'avec le niveau d'immunité entre les personnes qui ont chopé le virus, moi je faisais un petit calcul l'autre jour, si on estime qu'il y a eu 20 millions de Français touchés par les premières vagues de 2020 et 2021, et qu'on rajoute les 20 millions d'Omicron, on est déjà, j'arrivais à entre 30 et 35 millions de Français qui avaient déjà eu le Covid, sans compter ceux qui sont vaccinés. On a plus de 80% de la population avec une dose. Donc là, on arrive quand même à un niveau d'immunité où quoi qu'il arrive, même s'il y a d'autres vagues, elles devraient avoir un impact moindre. Donc ça, c'est quand même le but du jeu. Pourquoi pas fermer les écoles ? Nous demande Daloubadi. C'est une question, franchement, je pense que le gouvernement cela s'est posé. Nous, c'est vrai qu'on regarde attentivement les chiffres des contaminations chez les jeunes. Alors, c'était des taux complètement stratosphériques tout début janvier, mais comme vous avez su, le protocole, il l'a changé dans les écoles. C'était d'ailleurs complètement illisible pendant une dizaine de jours, parce que au début, on disait il faut faire un premier test PCR ou antigénique, et après vous faites autotest à J2 et à J4. Pour l'avoir vécu, j'ai passé un week-end dans une pharmacie, j'avais des mails de l'école le samedi pour un de mes enfants, le dimanche pour l'autre, l'enfer total, on fait la queue à la pharmacie, on attend pour tester, on envoie le mail à l'école, après on doit faire les autotests à J2, à J4, on sait plus lequel on doit tester quel jour, enfin bon, bref, c'était une usine à gaz complète, et puis après ils ont simplifié en disant on fait 3 autotests, sauf que on n'a aucun moyen de savoir si les parents le font aujourd'hui, appliquent clairement le protocole à J0, J2, J4, et résultat, il y a aussi peut-être une baisse des tests PCR ou antigéniques qui sont les seuls à être recensés. Donc il y a peut-être une baisse artificielle du taux d'incidence chez les plus jeunes. En tout cas, chez les 10-19 ans, c'est le plus élevé. Je crois que la semaine dernière, on était à plus de 7000 cas pour 100 000 habitants de 10 à 19 ans. Et on voyait que aussi la deuxième tranche la plus touchée, c'était les 35-49 ou qui pouvaient correspondre à l'âge de leurs parents. Donc il y avait plusieurs épidémiologistes qui émettaient l'hypothèse que ce soit les enfants d'abord contaminés qui le rapportent à la maison et qui contaminent ensuite leurs parents. Pourquoi pas fermer les écoles pour répondre à la question ? C'est un choix politique qui a été fait. La France se vante d'être l'un des pays qui a le moins fermé ses établissements scolaires. Après, c'est sûr qu'il y a un effet sur l'épidémie. D'ailleurs, le conseil scientifique le reconnaissait. Ils ont publié un avis le 19 janvier dernier. Ils disaient, rappelez-vous, au début, les experts disaient on va atteindre le pic mi-janvier. On a guetté ce pic. Lundi 17, on disait ça va arriver, ça va arriver. Et puis mardi 18, les cas sont repartis à la hausse pour atteindre des niveaux records, hein. Lundi dernier, pour vous donner un exemple, on était quasiment à 565 000 cas détectés en 24 heures. Donc juste les détecter, c'était énorme. Et là, depuis 5 jours, on a peut-être atteint le pic et ça va décroître. Mais donc pour vous dire ça, c'est vraiment hyper important. Et donc, il ne faut pas minimiser le rôle des écoles. Je vous lis le passage juste du conseil scientifique qui disait, en gros, la poursuite épidémique observée mi-janvier, qui a surpris un peu les experts, est probablement multifactorielle, en partie liée à une circulation très active du virus dans les écoles primaires, les maternelles et les crèches. Des moyens supplémentaires pourraient être alloués afin de renforcer les protocoles sanitaires. Bon, en gros, on reconnaît clairement que le système n'est pas parfait. Pourquoi ne pas déclarer le Covid comme une grippe et vivre à nouveau comme avant Covid ? C'est Fun Thomas 37 qui nous dit ça. Bah, clairement, c'est une question qui se pose aujourd'hui et on voit que quand même les restrictions qui restent ne sont pas forcément aussi sévères que ce qu'il y a pu avoir dans d'autres pays, qu'on voit que le variant Omicron rebat les cartes totalement. Donc ça, c'est vraiment une donnée nouvelle. On voit aussi qu'il y a vraiment un climat européen qui se dessine. Vous avez peut-être entendu la ministre de la Santé espagnole dire qu'il fallait arrêter de suivre les cas quotidiens et qu'il fallait mettre en place, peut-être après la vague Omicron, mais une surveillance comme ce qu'on fait d'ailleurs nous en France pour la grippe. Enfin, une surveillance, en gros, en France, on a un réseau qui s'appelle le réseau Sentinelle, avec des médecins généralistes notamment, et qui vont remonter le nombre de cas de grippe, en fait, avec un échantillonnage. On peut dire, bah, voilà, telle est l'incidence dans telle région, est-ce que la région est en phase pré-épidémique, épidémique, post-épidémique. Et donc ça, peut-être qu'on y viendra à ce système où on arrêtera de compter.
D'ailleurs, sur ce sujet des tests, il y a eu beaucoup de questions qu'on a relayées d'ailleurs à l'antenne en disant est-ce qu'il faut continuer à tester autant? Et c'est vrai que ça interpelle parce que ça coûte une fortune, 1,6 milliard, je crois, pour le seul mois de janvier. Mais quand on écoute les épidémiologistes, ils disent oui, ça a quand même un intérêt de tester autant parce que il y a quand même un réflexe quand on est positif, on va quand même pas en principe s'exposer à des personnes fragiles, on va faire attention. Et donc et puis le fait aussi qu'on aurait du mal à accepter, peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais qu'on nous dise ah bah non, on peut plus se tester. Donc vous pouvez pas savoir si vous avez ce virus-là, la grippe ou autre chose. En effet, en ce moment, en tout cas, peut-être que la question se posera après, après le raz-de-marée Omicron, mais pour l'instant, les experts étaient plutôt pour rester au... Après, il y a peut-être aussi un réflexe qu'on aura avec les autotests. Je sais pas si vous avez, vous, commencé à utiliser les autotests il y a peu, peut-être aux vacances de Noël, mais c'est vrai que dans d'autres pays, il y avait davantage cette culture que nous. Ça, vous pouvez nous raconter. C'est vrai que c'est intéressant. Moi, je sais que je pratique énormément d'autotests à la maison. Est-ce qu'on va bientôt enlever le masque partout définitivement, Richard? Déjà le 2 février, donc après-demain, on pourra l'enlever partout à l'extérieur. Ça fait déjà du bien, surtout qu'on sait que l'efficacité de cette mesure est assez controversée par les épidémiologistes. On sait que ça a un intérêt dans les lieux où il y a une forte concentration de personnes, dans les lieux clos, mal aérés. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, quand vous marchez dans une rue déserte, il n'y a pas trop d'intérêt. On l'a compris depuis 2 ans. Que pensez-vous de la vaccination des enfants? Jeffrey 68, question hyper délicate. En France, on n'a pas du tout adhéré à cette vaccination des enfants. C'est vrai que le variant aussi Omicron a peut-être rebattu les cartes parce qu'on sait que avec moins de formes sévères, les risques déjà des enfants qui n'étaient pas très élevés le sont encore moins. Le fait aussi que le vaccin ne bloque pas la transmission du virus. Donc ça, c'est vrai que c'est une question qui a pu, c'est un aspect qui a pu influencer les parents. Toujours est-il que la semaine dernière, on avait moins de 4% des enfants de 5 à 11 ans qui avaient reçu une dose de vaccin. Et le plus ennuyeux, en fait, c'est que les spécialistes ils disent il y a vraiment un enjeu. Il y a 360 000 à peu près enfants fragiles en France. Il y a un enjeu pour ces enfants parce que ils sont plus à risque de formes graves. Et que chez ces enfants, on était la semaine dernière à peine 3% des enfants protégés. Donc ça, c'est vrai que c'est une question. Alors, pendant les dernières 24 heures, il y a combien de cas positifs, nous demande Akram? Je crois qu'on était à 247 000, mais bon, un dimanche, il faut comparer. En fait, ce qui est intéressant, c'est de comparer à J-7. Je vous propose qu'on appelle d'ailleurs Benjamin Davido, que vous connaissez sûrement, infectiologue et référent Covid à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Je sais pas si on arrive à le joindre, comme ça vous pourrez lui poser des questions si vous avez des questions très précises, des questions perso aussi à lui poser, des cas pratiques. Profitez-en, c'est le moment de la consultation privée grâce à ce live sur BFM TV. Jimmy nous dit, les scientifiques nous ont dit que le virus disparaîtrait avec l'été, après le virus mourrait avec l'hiver. Maintenant, c'est le printemps qui va nous sauver. Ouais, enfin sur le côté hiver, on a quand même vu que il y avait eu des bonnes vagues pendant l'hiver 2020 et 2021. Alors, est-ce qu'on arrive à appeler Benjamin? Ah, et j'avais une question aussi de Kamel qui disait, et pour le sous-variant BA2, super question très technique. En gros, nous en France, on a le variant Omicron qui représente 99% des tests la semaine dernière. Nous, on a le lignage BA1 et en fait, ce qui a intrigué, je sais pas si vous avez suivi ce truc-là, mais c'est que le Royaume-Uni et le Danemark, dont je parlais un peu plus tôt, avaient des courbes relativement similaires, relativement parallèles jusqu'au 5 janvier. Et au 5 janvier, décrochage, on voit d'un côté le Royaume-Uni qui baisse et de l'autre côté le Danemark qui s'envole. Le Danemark, ils ont un gros atout, c'est qu'ils séquencent vachement, donc ils savent ce qui circule dans leur pays et donc ça c'est super intéressant parce ils ont vu qu'il y avait un soulignage d'Omicron qui s'appelle BA2 qui avait pris le dessus sur l'autre, qui était devenu majoritaire, qui représente la semaine dernière, il représentait 2 tiers des cas en circulation. Et donc ça c'est super intéressant parce que ils se sont demandé si la reprise épidémique n'était pas liée à ce nouveau soulignage. Et en fait, ils ont réalisé que là, ça baisserait depuis quelques jours, donc c'était peut-être pas si inquiétant que ça. Il y a
quelques études préliminaires qui ont été réalisées, qui montraient que, ok, BA2, il allait plus vite que BA1, mais on ne sait pas s'il n'y a pas d'inquiétude sur la sévérité, on n'a pas encore toutes les données. Et certains spécialistes ne savent pas si on a une immunité croisée entre les deux. En gros, si on a eu BA1, est-ce qu'on peut avoir BA2 ? Olivier Véran, le ministre de la Santé, avait l'air de dire que on pouvait être réinfecté. En tout cas, c'est pas complètement établi, mais pas d'inquiétude particulière, même si on doit avouer qu'en France, on ne sait pas vraiment quel est l'état de la circulation de ce soulignage, parce qu'on séquence. En fait, il y a deux méthodes pour savoir à qui vous avez affaire. Vous avez une méthode de criblage qu'on fait sur tous les tests PCR et une méthode de séquençage où là, ça prend des jours pour avoir vraiment la carte d'identité précise du virus. Et ça, on ne fait pas le séquençage. En France, on le fait beaucoup moins qu'au Danemark. Et donc, le criblage ne permet pas de faire la distinction entre les deux, donc on ne peut pas savoir. Je vois que Benjamin est en ligne. Ça va, Benjamin ? Absolument. Bonjour à tous. Tu m'entends ? Ouais, j'entends. Ouais, ça marche aussi. C'est cool ce format. Bah, j'ai pas le choix. En fait, c'est comme ça ou c'est pas comme ça. Donc, non, mais on inaugure, tu sais, les lives Instagram sur BFM TV là, avec toi. Ah bah, très bien. Est-ce que tu veux bien répondre à toutes les questions ? Il y a Evelyne notamment qui dit « Mon petit-fils, 4 ans, Covid attrapé à l'école, puis sa maman pourtant vaccinée est bien malade, puis le papa a suivi. Donc la question de l'efficacité du vaccin pose problème. » Qu'est-ce que tu peux répondre à Evelyne ? Alors, c'est vrai qu'on en connaît tous, hein, des triples vaccinés qui ont bien ressenti le Omicron passé. Bah, si je comprends bien, c'est un enfant, c'est ça ? Oui, mais l'enfant l'a attrapé après, l'a filé à sa maman, et puis après à son papa. Ouais, d'accord. Bah, non, en réalité, d'abord, on peut prendre le problème à l'envers, et ça, personne ne peut répondre à cette question, qui est que se serait-il passé pour ses parents s'il n'y avait pas eu de vaccin ? Et d'ailleurs, on connaît tous des gens, et moi-même, j'ai eu Omicron alors que j'avais déjà eu le variant originel dit Wuhan, malgré des vaccinations et aussi une soi-dite immunité naturelle. Donc on peut refaire la maladie comme on peut refaire une grippe. Et par analogie avec la grippe, on sait que lorsqu'on est vacciné avec le vaccin de la grippe, pareil, on a un vaccin qui est imparfait, mais on fait des formes moins sévères. Et donc il n'est pas exclu, d'ailleurs les Sud-Africains avaient soulevé cette question, de dire que probablement qu'aussi on a beaucoup moins d'hospitalisation, parce qu'on a des populations largement vaccinées, et donc que ça permet d'atténuer les formes plus ou moins sévères du virus, malgré le fait qu'on sera peut-être tous un peu malades. D'accord. Mais pour toi, est-ce que ça n'a pas joué ? Enfin, c'est vrai que ça a été une déception un peu pour... c'est Omicron qui a rabattu les cartes, mais c'est vrai que quand tu... C'est-à-dire que si on refait l'histoire, en réalité, le vaccin nous a protégés très efficacement de Delta, a sauvé 500 000 vies en Europe, 1 million aux États-Unis. Peut-être qu'il en sauvera moins par Omicron, mais il faut quand même aussi se rappeler qu'aujourd'hui, il y a 50% des morts à l'hôpital qui sont dus à Omicron. Donc ce virus, malheureusement, il tue tout de même. Donc il faut rester on peut se féliciter du fait qu'il y ait moins de formes graves du Omicron, et les chiffres, c'est moins de 80% d'hospitalisation par rapport aux autres. Mais ça reste ni plus ni moins une infection mortelle comme l'est la grippe. Et donc, on a envie de dire aux gens, si vous êtes vacciné et que vous avez des comorbidités, et Dieu sait si malheureusement on voit arriver à l'hôpital des gens qui ne savaient pas qu'ils avaient des comorbidités, un surpoids négligé, un diabète méconnu, eh bien ça peut sauver des vies. Donc il faut quand même aussi voir le verre à moitié plein. Est-ce que tu peux nous parler, est-ce qu'on sait aujourd'hui précisément pourquoi on dit qu'Omicron est moins sévère ? Est-ce que c'est parce qu'il affronte des personnes qui sont davantage immunisées, ou est-ce que c'est parce que lui-même intrinsèquement il est moins vilain ? J'ai envie de répondre les deux, mon général. Les données de la science, c'est un petit peu ça que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire que comme on a une population majoritairement vaccinée, mais sans me tromper, ce n'était pas tellement le cas en Afrique du Sud, où il y avait surtout des deuxièmes doses. C'est poser la question à un moment donné de dire est-ce que finalement il y a moins d'hospitalisation aussi parce qu'on a une atténuation du virus par le vaccin ? C'est probable. De fait, à un moment donné, on va arriver, y compris peut-être dans le futur, avec des vagues qui vont se succéder, des immunités naturelles acquises, des répétitions, des doses de rappel, des doses de vaccin, et on ne saura plus qui fait quoi. Mais ce qui est certain aussi sur Omicron, c'est que les données, ça vaut ce que ça vaut. In vitro, donc dans le tube à essai, on sait qu'on a eu des déceptions. Je ne reviendrai pas sur toutes ces questions qu'on s'est posées vis-à-vis de plusieurs médicaments, même d'antiviraux, où on avait des données in vitro qui se sont avérées en réalité décevantes, nous font penser que le virus a changé un petit peu de cible, notamment au niveau d'un des récepteurs du poumon, qui aujourd'hui est court-circuité au profit de récepteurs de la cavité ORL. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent avoir très, 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 très mal à la gorge. Exactement. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de formes symptomatiques ORL, avec des angines, qui avant, à ma connaissance, étaient anecdotiques. Moi, je n'ai jamais eu de situation, de cas où les gens avaient des présentations d'angines, et qui aujourd'hui sont presque pathognomoniques de la maladie. C'est-à-dire qu'on va faire une angine, comme on va faire une angine lorsqu'on fait un autre coronavirus. C'est vraiment une étape. Et ensuite, ça va descendre au niveau du larynx, dans les bronches, créer une bronchite, et avec très peu de probabilité que ça touche le poumon, qui est la suite en fait, de l'appareil respiratoire.
Et donc, caricaturalement en médecine, on distingue ce qu'on appelle les infections hautes des infections basses. Et on a l'impression qu'Omicron tend à donner plus d'infections respiratoires hautes que d'infections basses, et donc mathématiquement moins de formes graves. On avait une question, je suis vraiment pour la levée des restrictions, mais que pensent actuellement les scientifiques de l'apparition de nouveaux variants? Est-ce qu'ils seront forcément moins dangereux? Ça, c'est une question, moi, de mon point de vue, je pense qu'on est en train de réécrire l'histoire, et j'ai plusieurs fois dit cette hypothèse-là, c'est-à-dire que on est à 2 ans de pandémie. Sur la plupart des maladies comme ça qu'on a connues, qui ont créé des vagues, on l'oublie, la grippe espagnole, la grippe russe, 4, 5, 6 vagues, on arrive dans ces chiffres-là, à la différence près qu'on a 1 an de vaccin qui a épargné des vies, mais qui n'a pas empêché le virus de circuler, ou du moins de façon modeste. Clairement, je pense qu'on va se diriger vers ce type de scénario. À ma connaissance, dans la grippe, et c'est ce qu'on redoutait en 2009, on a eu à nouveau H1N1 et on n'a pas eu de vague plus meurtrière. Au contraire, pourquoi? Parce que atténué par des vagues successives et un semblant d'immunité naturelle et vaccinale, et qu'aujourd'hui, on a les éléments avec Omicron pour avoir à la fois une immunité vaccinale. Je rappellerai que c'est ce qui se passe en Inde. Il n'y a pas d'immunité où elle est insuffisante de Delta face à Omicron. L'inverse n'est pas vrai. Omicron protège de Delta. Et en Inde, où il n'y avait plus de vagues jusqu'à janvier dernier, pendant plus de 6 mois, depuis la vague très meurtrière en Inde d'avril 2021, il y a une vague Omicron. Et donc, on a bien l'impression qu'on a vraiment une espèce de piqûre de rappel de cette maladie, comme on peut se faire des piqûres de rappel avec la grippe. Et donc, un scénario catastrophique où tout le monde mourrait est quand même peu probable. Et là, pour toi, c'est plutôt... Comment tu interprètes ces 350 000 cas recensés par jour en moyenne? C'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, quelque chose de neutre? Est-ce que le fait d'arriver à 15, 16, 17 millions de Français infectés par Omicron va pouvoir changer les choses vraiment durablement, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça protège? D'abord, 2 choses l'une. Si on regarde 350 000 cas tous les jours, malheureusement, 300 morts. 300 morts de trop, c'est certain. Avant, quand on avait Delta, on avait 35 000 cas par jour, 300 morts. Donc, on a réduit artificiellement d'un facteur 10. Si on avait 300 000 cas Delta, on aurait 3 000 morts quotidiennement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on passe de 500 000 à 350 000, on peut déjà espérer qu'il va y avoir une diminution des hospitalisations. Tellement de cas, y compris parmi les vaccinés, qu'à un moment donné, on va arriver potentiellement à cette fameuse immunité collective dont on parle depuis le premier jour. C'est ça qui est amusant. Depuis le premier jour, alors qu'on ne connaissait pas la maladie, on espérait. Oui et non, parce qu'on voit que, tu vois, Omicron, il a un échappement immunitaire. Donc, alors, tu as absolument raison. C'est un très mauvais terme, ce terme d'immunité collective. Simplement, ça veut dire qu'on aura une immunisation passive de l'ensemble de la population qui protégera massivement des formes graves pour les gens les plus jeunes, pour l'ensemble de la population, mais qui ne suffisera pas, à l'image de l'Inde, à garder une immunité mémoire dans le temps. C'est-à-dire que l'hypothèse, quand certains disaient immunité collective, et tu as raison, le terme est impropre. ouais. De dire en fait, il y a une immunité collective, ça veut dire que d'un coup de baguette magique, il n'y a plus jamais de coronavirus. Je pense que c'est faux, et volontairement, j'utilise le mot de coronavirus parce que justement, c'est un coronavirus. Et il y aura des variants, des vagues successives. Le vrai enjeu, c'est y aura-t-il des milliers de morts et des vagues capables de contaminer 90% de la population? Probablement non, puisque si on a contaminé déjà l'ensemble de la population, on se retrouvera avec une atténuation du virus, encore une fois, comme le fait chaque année la grippe qui traverse l'ensemble de la population dans le monde, y compris française, et qui va malheureusement chaque année se heurter à des populations vaccinées ou non. Et d'ailleurs, il faut rappeler que les populations qui finissaient à l'hôpital avec la grippe, malheureusement, étaient aussi des gens vaccinés avec un vaccin parfaitement imparfait et qui obligeait à des rappels annuels, et que c'est vraisemblablement le scénario qu'on peut, je pense, espérer, c'est-à-dire de se dire combien est-ce que de morts on est capable d'attendre chaque année et d'accepter du coronavirus, comme on acceptait environ 15 000 morts par an de la grippe. Il y a Thé Godet qui nous dit de combien de vaccins allons-nous avoir besoin à chaque nouveau variant. Il faut préciser qu'il y a des labos comme Pfizer, Moderna qui bossent en ce moment sur une version contre Alors moi, je pense Omicron. que c'est justement dans cette même ordre d'idée qu'histoire d'immunité collective, qui je pense en effet un mauvais mot, c'est la bonne question qui fait suite. C'est-à-dire que dans cette idée-là, quand je dis si 90% de la population française est atteinte, l'idée que j'en ai derrière, c'est de dire bien, il n'y a pas de raison ensuite de faire une 4e dose pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, la vaccination, elle a un effet très fort pour protéger des formes graves. Elle a protégé l'ensemble des Français, y compris des gens jeunes, de faire une forme grave de Delta, arithmétiquement, parce que la probabilité était élevée. Si demain, Omicron, variant BA2, le variant BA3 également qui existe, demain, un variant Oméga,
atténue les vagues, mais malheureusement tue des personnes fragiles, il faudra aller sur des vaccinations adaptées des personnes fragiles, comme on le fait pour la grippe. Et je crois qu'il faudra être clair sur le fait que les femmes enceintes, les gens obèses, sont des gens qui sont à risque de faire une grippe grave, au même titre qu'ils sont à risque de faire une forme grave d'Omicron. Et que si on arrive à ça, on aura un message extrêmement simple. Et tu l'as rappelé, Margot, les laboratoires travaillent sur des mises à jour de ces vaccins, y compris sur des vaccins combinés grippe, Covid. Moderna, je crois que ça ne sera pas Et avant tu as même 2023. Moderna qui bosse sur un trivalent, enfin, c'est pas encore fait, hein. C'est Ouais. juste une idée. Covid, grippe et VRS, le virus Ouais, je ne suis pas étonné. Je suis pas respiratoire étonné. syncytial qui cause la bronchiolite. Absolument, et qui peut créer aussi des hospitalisations chez des gens qui ont ce qu'on appelle des BPCO, des bronchites chroniques. Donc on va arriver, je pense, sur une médecine à la carte de protection avec une mise à disposition de ces vaccins, au même titre qu'on n'en parle pas, mais il y a un vaccin qui existe, qui est extrêmement efficace, qu'on peut recommander même en population générale, qui est le vaccin du pneumocoque contre des infections respiratoires pour lequel on donne des antibiotiques chaque hiver à des milliers de Français, et qui est très efficace, qui a comme inconvénient qui dure 3 à 5 ans, mais qui existe. Et donc on va arriver sur, je pense, une vaccination à la carte. Mais je pense qu'idéalement, on n'a plus de raison, si on a cette vague Omicron avec cette immunité globale, d'arriver sur une vaccination de l'ensemble de la population. Et donc, il se posera la question d'annuler le pass vaccinal. Vous pouvez continuer à envoyer nos questions, il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que tu ne crois pas qu'il risque d'avoir un phénomène de lassitude pour d'autres vaccinations après cette crise sanitaire et cette campagne de vaccination sans précédent? C'est difficile parce qu'en même temps, je pense que paradoxalement, il y aura, de mon point de vue, et je le vis comme ça même en tant que citoyen, et d'ailleurs encore une fois, ayant eu 2 fois le Covid, ayant fait toutes les choses bien, on voit bien que personne n'est invulnérable. Il y a une lassitude sur le fait de se dire, je ne me vois pas faire 25 doses de vaccin anti-Covid. Je me vois attraper 100 fois la maladie comme j'ai peut-être eu 100 fois la grippe. Et de me dire, en revanche, il y a plein d'espoirs qui s'ouvrent. Il y a un vaccin pour le VIH dont les essais cliniques ont démarré il y a quelques jours. C'est incroyable quand même. C'était un truc qui était au point mort depuis des décennies. Et encore une fois, on a pris l'exemple cet hiver pour les enfants des hospitalisations, des formes très graves de la saturation de la réanimation pédiatrique. Tu en parlais avec la bronchiolite et le VRS. Et donc, je pense qu'encore une fois, on va arriver sur une médecine à la carte plus ciblée, plus légitime, et que peut-être c'est comme ça qu'on arrivera à redonner la confiance de la vaccination. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, la vaccination, caricaturalement, elle se résumait à quelque chose des gens très malades et artificiellement à la grippe, hormis les vaccins obligatoires, et que peut-être aujourd'hui, il y a un champ qui s'ouvre à nous, et donc je pense qu'en fait, on va avoir une nouvelle conception de la vaccination. Ok. Il y a Kazawai qui nous dit que faire pour les personnes atteintes de maladies chroniques qui n'ont pas encore eu le Covid, car restriction de personnes depuis 2 ans maintenant, 3 vaccins, peut-être un 4e pour moi, puis-je revivre comme les autres? Là, pareil, tu vois, ça illustre malades chroniques, les immunodéprimés, la difficulté. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que malheureusement, je ne sais pas si c'est un gros mot, mais en fait, pour faire simple, les gens qui avaient une indication à être vaccinés contre la grippe devront vraisemblablement demain être vaccinés contre le Covid. S'ils ne le font pas, je pense que c'est une erreur sur un plan médical personnel, c'est-à-dire que c'est prendre un risque. Maintenant, encore une fois, on sait qu'il y avait des gens, y compris qui se vaccinaient pas tous les ans pour la grippe, qu'ils le faisaient une fois sur 2, etc. On sait qu'il y avait des gens qui disaient qu'il y avait des années, le vaccin était moins efficace que d'autres. Et c'est peut-être ça, malheureusement, avec ces mêmes incertitudes qui risquent de se passer avec la Covid. Il y avait Brun-Marit aussi un peu plus tôt qui nous disait pas assez de remontées sur les effets secondaires. En vrai, il y en a beaucoup. Est-ce que pour toi, on médiatise assez les effets secondaires? Je crois que d'abord, on n'a jamais autant parlé des effets d'un médicament que de ce vaccin. On ne parle jamais des gens qui partent en voyage, qui sont en bonne santé, qu'on vaccine contre l'encéphalie japonaise ou la fièvre jaune. Ce sont des vaccins qui peuvent créer ses propres maladies, parce que ce sont des vaccins vivants. C'est-à-dire que les gens font la maladie de cette maladie potentiellement mortelle avec des séquelles. Ça, il y a beaucoup moins de gens en proportion, évidemment. Mais ce n'est pas un vaccin pour lequel il y a un signal d'un surrisque, bien au contraire. Et je crois aujourd'hui que les effets indésirables, ils sont clairs. Ils sont essentiellement les myocardites chez le jeune. Et puis pour l'autre vaccin Johnson, un risque de Guillain-Barré et de thrombose qui est bien connu. Donc je crois que c'est quand même assez médiatisé comme aucun vaccin ne l'a été jusqu'alors. Au même titre que si on voulait cracher sur le vaccin de la grippe, on pourrait dire que le vaccin du H1N1 a créé des narcolepsies avec des syndromes de fatigue, des gens qui s'endorment. Mais il a aussi sauvé des vies. Donc je crois que c'est un mauvais procès de chercher les effets indésirables au lieu de chercher les effets bénéfiques. Alors, il y a beaucoup de questions là, on va devoir répondre vite. Anne Solé qui nous dit, après chaque dose, j'ai eu de plus en plus d'effets secondaires. La 3e, fièvre pendant une semaine et une grosse boule douloureuse sous le bras. Ouais. Est-ce y a-t-il un maximum en gros que le corps peut encaisser?
Alors, c'est vrai que cet effet, il a été beaucoup décrit. D'ailleurs, souviens-toi, Margot, en fait, c'est le même effet qu'au début des vaccinations des premières doses de Pfizer, où il y avait des femmes qui disaient j'ai les seins qui gonflent et on avait fait beaucoup de mammographie pour rechercher des cancers du sein. Et en fait, on s'est aperçu que c'était en fait tout simplement le ganglion de l'espace lymphatique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des gens qui probablement sont d'excellents répondants de la vaccination et qui sont des gens qui vont être très bien protégés des formes graves. Encore une fois, ça repose aujourd'hui la question de la vaccination en population générale. Ça veut dire quel est le bénéfice aujourd'hui peut-être de vacciner des gens de 25 ans, des gens de 30 ans face à ce nouveau variant moins virulent, plutôt que de faire la maladie. Encore une fois, la maladie n'est pas rien du tout. Il y a des femmes, y compris des situations tragiques, qui sont des jeunes femmes enceintes qui décèdent, et des femmes ou des hommes qui vont rester 15 jours cloués au lit. Est-ce que 15 jours cloués au lit, c'est pareil qu'une semaine avec un bras douloureux? Je ne sais pas. Mais donc, malheureusement, ce virus, et encore une fois, c'est le virus, joue des tours au système immunitaire. Alors, on avait un qui nous demandait un peu plus tôt si pas de 4e dose programmée, mon pass expire dans 4 mois après ma 3e dose. Alors, non, pour l'instant, il faut bien préciser que le 15 février, les règles changent. Il faudra être, si vous avez eu par exemple 2 doses et le Covid, il faudra que ce soit, vous ayez reçu un rappel dans les 4 mois en fait. Donc le délai est raccourci. On passe de 7 à 4 mois, que ce soit pour la dose de rappel. Donc si vous avez fait le pass reste valable après la 3e dose. Il n'y a pas encore de date d'expiration. C'est le cas particulier pour les gens qui ont le Covid. Ça, je pense que il y a 9 millions de Français qui sont, qui étaient la semaine dernière susceptibles de perdre leur pass le 15 février. Demain en 3 sur 2 au lieu de 2 sur 2. Normalement. Ouais. Une question plus santé mentale de Geoffrey68 qui nous dit combien de salariés ont craqué suite au Covid. Ça, c'est vraiment une question essentielle. Enfin, même la santé mentale en général. C'est vrai que on a eu des témoignages bouleversants de professionnels de santé, notamment dans le monde de la pédiatrie, qui disaient qu'ils n'avaient jamais eu autant de demandes d'hospitalisation pour tentatives de suicide ou autres chez les adolescents. Il y a eu des conséquences énormes de cette pandémie sur la santé mentale et dans un contexte, en plus, on peut le dire, où la psychiatrie va très mal depuis des années, où il y a très peu de moyens, où je parlais à un psychiatre l'autre jour ici qui me disait qu'il avait la moitié des lits fermés dans son service faute de personnel et que ça ne risquait pas de s'arranger. Et on parle pas de choses, enfin, quand vous venez pour un motif comme ça avec votre enfant ou votre adolescent qui va très mal, quand on vous dit qu'il n'y a pas de rendez-vous avant 3 mois ou qu'il n'y a pas de place d'hospitalisation avant 3 mois, c'est vrai que ça paraît complètement délirant et anachronique. Où en sont les médicaments? Et pour compléter ce que tu dis, je pense que ça rejoint la nécessité au bout de 2 ans de se repositionner si en effet Omicron est tout aussi, voire un peu moins létal que la grippe, de voir comment est-ce qu'on fait pour vivre avec et de faire qu'on ne peut plus faire peser le poids de ce virus sur l'ensemble de la société et des plus jeunes. Où en sont les médicaments protégeant du Covid? On parlait du spray nasal de l'Institut Pasteur de Lille, par exemple. Ce que nous dit IASE ou 89. Alors, pour l'instant, tu me compléteras, Benjamin, mais il y a vraiment, on en est aux prémices. Il y avait une conférence de presse qui était organisée la semaine dernière. Pourquoi ce vaccin sera intéressant? Parce qu'il bloquerait la transmission et que là, on voit que les vaccins jusqu'à présent disponibles avaient des qualités sur les formes graves, mais clairement, au niveau de la transmission, ça perdait de son intérêt au bout de quelques mois, même si ça protège en partie. Là, pour l'instant, on n'avait pas encore démarré les essais cliniques, donc il n'y a pas encore d'essais sur l'homme qui sont menés. Ça va prendre encore du temps. Oui, absolument. C'est des essais chez les animaux qui semblent assez convaincants. Pareil, on ne sait pas combien de temps ça dure. Puis il faut rappeler que les sprays nasaux qui seraient disponibles peut-être fin 2023, c'est pas la panacée. Ça existe d'ailleurs, y compris pour la grippe. Et en fait, ça donne un syndrome d'obstruction nasale. Ça crée finalement les symptômes de la maladie. Et souvent, c'est ça qui fait que les gens n'ont pas spécialement envie de le faire. Ok, mes enfants adolescents, nous dit Zaira, ont eu la Covid. Est-ce que le vaccin n'est plus nécessaire pour eux? On peut répéter que les ados, ils peuvent depuis une semaine avoir leur rappel. Ils ont un pass encore sanitaire, eux, pour les... Je sais jusqu'à quel âge? C'est jusqu'à 12-15 ans. Ils ont encore le pass sanitaire. Ils n'ont pas un pass vaccinal. Ils peuvent encore fournir un test. Mais s'ils ont eu le Covid, il n'y a pas d'obligation de rappel. On rappelle pour les adolescents, c'est une possibilité de le faire depuis la semaine dernière pour les 12-17 ans. Voilà, je crois qu'on a essayé de passer en revue la plupart de vos questions. Merci beaucoup, Benjamin, pour tes réponses toujours claires. En ce moment, comment ça va dans ton service? Écoute, on a l'impression que ça va mieux, que les choses se stabilisent. On espère qu'avec le pic atteint, on va avoir une décrue des hospitalisations. Moi, je suis confiant. Nous, c'est ce qu'on a modélisé à la fin mars.
Maintenant, encore une fois, ça ne dépend pas de nous, les variants, tout le reste. Et puis, je pense que les Français ont été très sérieux et qu'on a les éléments, si 90% de la population est atteinte, pour, je l'espère, dire au revoir au virus jusqu'à l'automne prochain. Mais je crois qu'il faut, on a des motifs d'optimisme. Oui, mais je crois qu'il faut garder ça à l'esprit. C'est-à-dire qu'on a souvent été dans une espèce de loi du tout ou rien en attendant les vagues. Et je crois qu'il faut comprendre qu'il faut arrêter de compter ces vagues et de se dire, en fait, c'est aussi ça le vivre avec. Et que je crois qu'il n'y a rien à regretter sur ce qui a été fait jusqu'alors. Et franchement, on reste optimiste. On reste très optimiste. On reste optimiste et je terminerai sur cette note qui est que nous, dans notre laboratoire de microbio, on a un petit hôpital certes, mais qu'on n'a eu que 5 prélèvements jusqu'à l'heure de la grippe. Ça veut dire qu'on a l'impression que peut-être le Covid est la nouvelle grippe et si c'est la nouvelle grippe, comme on sait faire avec la grippe, eh bien on fera avec le Covid. Merci Benjamin. T'en prie. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce premier live. Il y aura d'autres confrères et consoeurs de BFM qui viendront répondre à vos questions ou même vous faire une visite guidée peut-être de la rédaction. Là, je suis au niveau du web, je suis pas du tout dans mon périmètre. D'habitude, je suis en open space un peu plus loin au 2e étage. On pourra vous faire. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce dont vous avez envie, à vous faire découvrir un peu les coulisses de la fabrication de l'info chez nous, de l'organisation aussi. C'est gros, hein, ça se passe sur plusieurs étages et les studios au rez-de-chaussée. En tout cas, j'étais ravie d'inaugurer ce format avec vous et j'espère à très bientôt. Bonne soirée.